Sans eux, Paris ne serait pas vraiment Paris. Ils offrent les points de vue les plus magiques sur les grands monuments de la capitale. Les ponts de Paris. Ils enjambent la Seine sur 13 km de long. Ils sont les lieux de balade préférés des touristes et des Parisiens, à l'image du célèbre Pont Neuf. On a ce pont qui est très beau, qui est majestueux. Tout ça est absolument magnifique et franchement, l'endroit est magique. Certains datent du Moyen-Âge, d'autres ont tout juste 20 ans. Ils ont posé les grands axes qui structurent encore aujourd'hui la ville lumière. L'urbanisme de Paris est centré sur la Seine. Par conséquent, se pose la question de la circulation entre les deux rives. Ils ont d'abord été faits de bois, puis de pierre. Le pont est un lieu un peu stratégique. Il y a un péage, il y a une douane en quelque sorte. Il faut payer pour faire traverser les marchandises. Aujourd'hui, ils sont en métal, en béton ou en matériaux ultra performants. Ils sont le témoignage vivant des meilleures connaissances techniques de chaque époque. Il ne faut jamais oublier que ce sont des ouvrages exceptionnels, compliqués, uniques. De quelle façon les bâtisseurs ont-ils érigé ces ponts audacieux, capables de résister à des masses toujours plus importantes? Quels défis technologiques ont-ils dû relever pour supporter une circulation de plus en plus dense et traverser la Seine avec des portées allant jusqu'à 200 mètres d'envergure? Nous allons vous raconter 400 ans d'innovation technologique et vous révéler l'incroyable patrimoine des ponts de Paris. Avec leur architecture tantôt moyenâgeuse, tantôt exubérante, tantôt moderne, les ponts de Paris font partie des monuments de la capitale les plus appréciés des visiteurs étrangers. Mis bout à bout, ils représentent tous ensemble près de 6 km de traversée au-dessus de la Seine. Chaque jour, ils permettent le déplacement de plus de 4 millions de véhicules. Et si aujourd'hui Paris compte au total 37 ponts, il y a 500 ans, la capitale du Royaume de France, pourtant l'une des plus grandes cités de l'Occident, ne compte pas plus de 5 ponts pour traverser la Seine. Il y a sur la rive gauche le Petit Pont et le pont Saint-Michel. Et sur la rive droite, le pont Notre-Dame, le pont au Change et le pont au Meunier qui n'existe plus aujourd'hui. 5 ponts, pas un de plus. Et ce qui peut surprendre, c'est leur aspect. Tous ces ponts sont lotis, c'est-à-dire pourvus d'habitation. À l'époque, à Paris, les ponts sont habités. On le voit sur des lithographies d'époque, c'est très beau, c'est très très beau. Les maisons des deux côtés du pont, ce sont vraiment des maisons à plusieurs étages, 2, 3, 4 étages. Alors on met des maisons d'abord parce que dans les villes médiévales, la place est chère. Et donc dans chaque projet de ce type, il y a également un projet de lotissement. Alors c'est assez étonnant de s'imaginer effectivement la traversée d'un pont à l'époque, le pont au Change par exemple, le pont de Notre-Dame également. On traversait une rue finalement, on avait de part et d'autre une rangée de maisons et finalement la vue sur la Seine n'était pas du tout possible. Offrant le passage d'une rive à l'autre, ces ponts sont des lieux stratégiques, des axes de circulation incontournables dans la capitale. Leur fréquentation et leur popularité en font des lieux privilégiés pour le commerce. Alors le pont au Change notamment va être dédié plutôt à des activités bancaires, hein, comme son nom l'indique. Le pont Notre-Dame est dédié à des enseignes de marchands merciers, donc sont comme des antiquaires, on pourrait dire, de nos jours. Souvent, il y a une boutique en bas, des artisans, des gens qui réparent les vêtements, les chaussures, etc. etc. Ou des bijoutiers d'ailleurs aussi. Souvent, ils vivent au rez-de-chaussée, ils ont la boutique, et ils vivent au-dessus. C'est très pratique hein, pour tout le monde. Si ces ponts sont peu nombreux, c'est parce que leur construction est chaque fois un nouveau pari. Il faut leur créer des fondations dans le lit de la Seine avec les moyens de l'époque.
Pour relever le défi, les bâtisseurs n'ont alors pas d'autre solution que de planter des centaines de pieux de bois dans le fond du fleuve. Un pont de bois s'appuie en général sur des fils de pieux, on appelle ces pieux des aiguilles. Donc ce sont des arbres, des poteaux de section carrée qu'on enfonce à partir d'une embarcation à l'aide d'une grosse masse. Et le choc va permettre aux pieux de s'enfoncer progressivement. En fait, la plupart des ponts sont bâtis sur pilotis qu'on a enfoncés avec des systèmes de marteaux très puissants. Et ensuite, on va construire un plancher pour relier les différentes files de pieux. On a une portée qui est limitée en général à 6 mètres. 6 mètres, c'est la portée ordinaire d'une poutre de bois. Mais ces ponts de bois sont extrêmement fragiles. Car la Seine est loin d'être un long fleuve tranquille. Ces berges ne sont pas encore domestiquées et les crues hivernales peuvent être d'une violence dévastatrice. Quasiment tous les 20, 30, 40 ans, il y a une crue importante qui emporte un, voire tous les ponts de Paris presque simultanément, qu'il faut à ce moment-là reconstruire dans une forme d'urgence. La saison la plus redoutable pour les ponts de bois, c'est celle de la fonte des glaces. Au printemps, la glace se rompt et d'énormes blocs de glace sont charriés sur le fleuve et viennent se fracasser contre les piles des ponts. Et c'est à ce moment-là que se produisent les catastrophes. Il y a un exemple quand même, c'est le pont Marie. Les 2 arches qui sont du côté de l'île Saint-Louis s'effondrent, embarquées par des glaces. Il y avait des maisons dessus, il y a plusieurs morts, je crois une 50aine de morts. Et donc, ces ponts sont embarqués effectivement fréquemment au printemps par des glaces. Oui. Il faut voir qu'à l'époque, il y avait beaucoup de ponts qui s'écroulaient. Paf, comme ça. La destruction des ponts est une chose extrêmement courante et angoissante. Et donc, c'est un cercle vicieux. On est contraint de devoir réparer tout le temps ce qu'on vient de faire. Les colères de la Seine ne sont pas la seule menace. Les incendies également se régalent de ces structures entièrement en bois et font régulièrement des ravages parmi les ponts parisiens. Les incendies, ils se déclarent pas spontanément, naturellement, mais ils se déclarent notamment dans les foyers, dans les fours qui se trouvent dans ces maisons. Or, ces maisons, jusqu'à la Renaissance, elles sont en matériaux plutôt légers. Et si une maison commence à prendre feu, comme les maisons sont mitoyennes, eh bien le feu peut se propager très rapidement. Pour faire entrer Paris dans l'ère moderne, il faut absolument faire appel à de nouvelles techniques de construction. La solution sera un pont d'un nouveau genre. Le Pont Neuf. Malgré son nom, c'est le plus vieux des ponts de Paris, car c'est le premier à avoir été construit en pierre au XVIe siècle. Alors que tous les ponts de bois ont disparu, lui a traversé les âges pour devenir le pont favori des Parisiens et des touristes. Honnêtement, quand on est sur le bout de l'île de la place Dauphine et à la statue d'Henri IV, on a une vue sur Paris qui est sublime. Parce qu'on s'est ouvert vers l'ouest, on voit le Louvre, on voit l'Hôtel des Monnaies. Tout ça est absolument magnifique et franchement, l'endroit est magique. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1991, c'est le pont de tous les records. 238 mètres de long, 20 mètres de large. Si l'on exclut les ponts du périphérique parisien, il est encore aujourd'hui le pont le plus long de la capitale. Mais ce que l'on sait moins, c'est que pour résister au temps, ce mastodonte de pierre a fait l'objet d'un incroyable chantier de plus de 30 ans. Tout commence en 1577. Henri III, roi de France, décide de la construction d'un nouveau pont à Paris. L'objectif est de désengorger les rues de la capitale. Car en seulement 2 siècles, la superficie de Paris a doublé et le nombre de Parisiens a été multiplié par 3 pour dépasser désormais les 300 000 habitants. L'une des motivations d'Henri III, c'est de créer une nouvelle desserte entre la rive droite et la rive gauche,
à un endroit où ces deux rives ont connu un accroissement de population, notamment donc dans la partie ouest de Paris. Le projet est ambitieux. Il s'agit de relier en particulier le palais du Louvre, résidence du roi, sur la rive droite, et le nouveau quartier en développement de Saint-Germain-des-Prés, sur la rive gauche. Pour la première fois, le pont doit franchir la Seine d'un seul jet. Mais comment réussir un tel exploit avec les moyens de construction de l'époque? Les bâtisseurs du Pont Neuf vont se montrer très habiles en tirant parti de la géographie des lieux. À la pointe de l'île de la Cité, ils vont remblayer plusieurs îlots pour former une longue pointe de terre de 3000 m² qui sera un appui solide pour la structure. Et à cet endroit, ils imaginent non pas un, mais 2 ponts enchaînés. Le premier pont mesurera 154 mètres entre le quai de la Mégisserie et l'actuel quai de l'Horloge. Le second sera long de 78 mètres entre le quai des Orfèvres et celui des Grands Augustins. La nouveauté, c'est qu'il y a une unité d'un bout à l'autre de ce pont et qu'on joue finalement de la pointe de l'île de la Cité pour créer un axe et une symétrie sur ce nouveau pont. Alignés l'un avec l'autre et unifiés par une chaussée et des parements identiques, les 2 ponts sembleront ne former qu'un seul et unique grand pont de 238 mètres, le plus grand jamais construit à Paris. Donc finalement, c'est 2 ponts pour n'en faire qu'un. Ça aussi, c'est original. Mais pour que ce pont résiste aux crues hivernales, comme aux incendies, pas question cette fois-ci d'utiliser le bois. Henri III veut un pont solide. Alors pour la première fois, on va construire un pont entièrement en pierre. L'idée, c'est d'aérer un peu la circulation à Paris, de créer un pont spectaculaire, de créer un pont qui ne ressemble absolument pas aux autres, un pont en pierre. C'est vraiment une ville qui grossit. Donc il fallait prendre ce genre de décision. Et pour soutenir ce pont aux dimensions sans précédent, il va falloir construire des fondations titanesques. Alors les bâtisseurs de l'époque vont déployer une méthode jamais utilisée à cette ampleur, la technique des bâtardeaux. Un bâtardeau est une structure de bois qui est construite au préalable de la fondation d'une pile de pierre. L'objectif est d'assécher une portion du lit de la rivière pour pouvoir travailler à pied sec. C'est un caisson avec en général une paroi extérieure, une paroi intérieure en bois, en planche, et entre ces 2 parois, un système de remplissage de terre. On remplit l'intervalle entre les parois. En plus, le fait de remplir va stabiliser le caisson. Le caisson peut faire 5 à 10 mètres de large. Une fois que le caisson est implanté, il dépasse en général d'1 ou 2 mètres du niveau de l'eau. Deuxième étape, vider ce bâtardeau de l'eau qu'il contient. On peut le vider à l'aide de seaux, et là, cela nécessite un personnel très important qui travaille sans arrêt, jour et nuit. On ne parvient jamais à réaliser un bâtardeau complètement étanche. On a toujours des infiltrations, et puis il peut toujours survenir une crue inattendue. On peut aussi avoir un orage qui va remplir toute la partie du fleuve qu'on aura vidée. Donc c'est vraiment une course contre la montre. Troisième étape, on commence par creuser pour essayer de trouver la roche, pour y fonder les assises de pierre du pont. Quatrième étape, on passe dans les travaux de maçonnerie pour bâtir cette pile jusqu'à ce qu'elle émerge au-dessus du bâtardeau. Et ensuite, cinquième étape, on peut démolir le bâtardeau pour restaurer la navigation. Chaque pile exige un travail long et fatigant qui impose de longs mois d'efforts. Quand les 10 piles émergent enfin du fleuve, vient le moment de bâtir le pont lui-même. Une question se pose alors. Quelle pierre utiliser? Les architectes d'Henri III ont besoin d'une pierre de taille à la fois facile à travailler et résistante au temps et à l'humidité. Ils vont choisir la pierre calcaire, car elle est disponible en grande quantité à une distance raisonnable du chantier parisien.
Le pont, comme tout Paris, est bâti en pierre calcaire qui vient en partie des sous-sols de Paris, des carrières qui se trouvent encore d'ailleurs sous Paris, dont on peut voir les traces, ou des environs de Paris qui ne sont pas forcément très très loin. C'est un matériau abondant, la pierre. On ne construit pas les ponts en granit, on les construit plutôt dans la région parisienne en calcaire, parce que le calcaire est peut-être le matériau de prédilection de la région parisienne. Le calcaire idéal se trouve à 70 km au nord de Paris, dans les carrières de Saint-Maximin, dans l'Oise. Ces carrières, les Romains les utilisaient déjà à l'époque antique. Elles fournissent une pierre blanche de grande qualité qui deviendra la marque des principaux monuments de Paris. Autre avantage, les lourds blocs de pierre de Saint-Maximin peuvent être facilement transportés jusqu'à Paris par bateau. L'Oise est le principal affluent de la Seine et le périple d'environ une centaine de kilomètres ne prend que quelques jours. Les travaux sont lents et pénibles. Le chantier dure déjà depuis plus de 10 ans et le retard s'est accumulé. Et ce qui va définitivement rallonger le délai, c'est la situation politique. Le 2 août 1589 à Saint-Cloud, Henri III est assassiné. Les guerres de religion déchirent Paris. Le chantier du Pont-Neuf est totalement paralysé. Le pont demeure inachevé. Seules quelques voûtes émergent au-dessus de la Seine. Une pause imprévue qui va durer 10 ans. Jusqu'à ce qu'un nouveau roi de France, Henri IV, demande que le chantier reprenne. Les ouvriers vont pouvoir terminer l'édification des voûtes, dont certaines font près de 20 mètres de large. Une prouesse réalisée quelques mètres au-dessus du fleuve en utilisant la technique du cintre, de complexes formes de bois charpentés qui permettent de soutenir la voûte pendant sa construction. On pose le cintre, qui est une structure en bois assemblée. Sur le cintre, il y a des couchis de planches très réguliers qui donnent la forme de ce qu'on appelle l'intrados de l'arc, la partie interne de la voûte. Et c'est sur ces couchis qu'on va monter progressivement de l'extérieur vers l'intérieur des assises de pierre qu'on maçonne progressivement jusqu'à la fameuse clé qui va bloquer la structure. Une fois que tout ce système sera en place, on va pouvoir penser à enlever le cintre. Il faut attendre quelques semaines. Les 12 voûtes sont ainsi bâties une à une. Achever le pont va demander 8 années supplémentaires. Lors de son inauguration en 1607, 30 ans tout juste après le début des travaux, le Pont-Neuf est le premier pont de Paris à traverser le fleuve d'une seule lancée. L'accueil des Parisiens, il va être excellent et des touristes aussi, parce qu'on a ce pont qui est très beau, qui est majestueux. C'est important de voir la beauté. Vraiment, il sort de l'ordinaire, ce pont. Avec ses dimensions hors normes, le Pont-Neuf établit une série de records pour son époque dans toutes les capitales européennes. Il est également pourvu d'une particularité alors unique à Paris, une légère surélévation qui distingue la chaussée des piétons de celle des véhicules. On fait des trottoirs qui sont une invention nouvelle. Il n'y avait jamais eu de trottoir dans les rues au Moyen-Âge et nulle part. Voilà. Donc c'est un pont quand même très moderne. Sa décoration frappe les esprits. Il est orné de tourelles façon château médiéval qui lui donnent un aspect unique à Paris. Et sur ses deux flancs, 381 mascarons représentent des têtes de divinités forestières ou champêtres de la mythologie. Ce sont ces têtes de grotesques, ces mascarons. Ils ont tous des formes différentes, avec des yeux, des nez, des bouches difformes. C'est la première fois qu'on met un tel soin dans la construction d'un pont. Avec le Pont-Neuf, c'est tout le centre historique de Paris qui gagne en prestige et en magnificence. L'esplanade qui relie les deux parties du pont reçoit la première statue équestre à l'effigie d'un roi que la ville ait jamais accueillie.
une statue de bronze qui rend hommage au constructeur du Pont-Neuf, Henri IV, représenté en armure et couronné de lauriers. En faisant ça, le roi de France renoue avec une vieille tradition impériale, antique. Hein. D'abord celle des empereurs de Rome, hein, qui avaient l'autorité sur la construction des ponts et qui ne se privaient pas de le faire savoir en installant des insignes du pouvoir sur ces édifices. Juste en face de la statue, les constructeurs aménagent un tout nouvel ensemble harmonieux, la place Dauphine. Une place triangulaire arborée qui accueille des logements très prisés par la haute société de l'époque. On peut considérer que, effectivement, avec le Pont-Neuf et l'installation de la statue équestre d'Henri IV à la pointe de l'île de la Cité, la place Dauphine également, le Pont-Neuf constitue un plan d'urbanisme général qui est une des premières places royales. Et comme par décision royale, le Pont-Neuf est le premier pont construit sans maison, il offre un panorama unique. C'est un des meilleurs points de vue sur Paris, puisque ça englobe finalement tous les monuments, du Louvre, la Seine, l'Institut de France par la suite au XVIIe siècle. C'est le premier qui ménage une vue, une perspective, qui permet un panorama finalement à 180 degrés sur la ville. Apportant une nette amélioration à la circulation entre les deux rives, le Pont-Neuf permet à la cité d'étendre de nouveaux faubourgs. Et quelques années après sa construction, on va lui découvrir une autre utilité, celle de fournir à la capitale et aux Parisiens une ressource essentielle, et même vitale, l'eau. Si au XVIIe siècle, Paris est la capitale européenne la plus étendue, les habitations parisiennes ont un défaut qui nous semblerait aujourd'hui difficile à accepter. Elles n'ont pas l'eau courante. L'eau est distribuée par des fontaines publiques en différents points de la ville. Certaines ont un débit très faible, donc on a aussi des porteurs d'eau qui viennent directement dans la Seine pour s'approvisionner et distribuer l'eau aux Parisiens. C'est un produit qu'on achète au quotidien. Mais dans une ville en perpétuelle expansion, le besoin en eau est de plus en plus grand et la ressource vient à manquer. Les sources qui alimentent Paris en eau potable sont juste suffisantes pour l'alimentation humaine. Or, on a besoin de beaucoup d'eau pour un tas d'autres usages dans une capitale comme Paris, pour le nettoyage, pour certains usages industriels, artisanaux. On boit des eaux de puits qui sont creusées dans Paris, à côté des fosses d'aisance qui sont juste à côté. Donc tout ça est extrêmement pollué. Les gens ont diverses maladies qui sont même graves. Et c'est grâce au Pont-Neuf que l'on va trouver la solution. Une personne qui s'appelait Jean Lintelard, qui était un Flamand, vient voir Henri IV et lui dit « J'ai un système pour faire une élévation de l'eau à partir des fleuves pour desservir des fontaines. Et donc, si vous me donnez une arche sur le Pont-Neuf, moi, je fais une machine élévatoire des eaux et je desserre le quartier du Louvre. Et le Louvre, vous aurez de l'eau courante. » Alors, bien sûr, Henri IV est d'accord. En 1602, Henri IV autorise la construction de cette incroyable machine sur le Pont-Neuf. L'idée consiste à pomper l'eau du fleuve. Et pour cela, les constructeurs vont utiliser l'énergie de la Seine elle-même. On a imaginé donc une structure de pompage quasi industrielle et on a utilisé la force pour ça la plus puissante et la plus disponible à l'endroit même où on avait besoin de pomper cette eau, c'est la force du fleuve lui-même. L'ingénieur fait construire une structure sur pilotis accolée au Pont-Neuf, au niveau de la deuxième arche, côté rive droite. Il n'a pas choisi cet emplacement au hasard, mais parce qu'ici, le débit du fleuve est à son maximum. La raison en est simple. En s'engouffrant sous la voûte étroite du pont, le fleuve se gonfle, ce qui lui donne plus de puissance. L'intérêt des ponts dans l'écoulement de l'eau, c'est qu'ils créent à plusieurs endroits un resserrement du fleuve qui a été utilisé pour y installer des moulins. Ça crée un accroissement de courant qui est très utile comme force motrice. Sous le bâtiment, l'ingénieur installe une énorme roue en bois de plusieurs mètres de large qui plonge dans la Seine. Il y avait une très grande roue assez large qui était immergée dans le lit de la rivière.
hein. C'est elle qui transmettait la force du fleuve par un système d'engrenage à un système de pistons qui permettait de faire monter l'eau dans un réservoir qui était situé une dizaine de mètres au sommet du bâtiment formant la pompe. La roue tourne au rythme moyen de 3 tours complets par minute. L'eau remonte dans la citerne à la vitesse de 5 cm par seconde. Et ensuite, de ce réservoir, par des canalisations, l'eau était distribuée dans plusieurs endroits de Paris. La pompe fournit jusqu'à 700 000 litres d'eau par jour. Et elle alimente le palais du Louvre et le jardin des Tuileries, mais aussi de nombreuses fontaines publiques qui vont transformer la vie de milliers de Parisiens. Donc c'est l'eau de la Seine qui est remontée grâce à cette pompe de la Samaritaine dans tout le quartier du Louvre qui va approvisionner tout le quartier royal finalement. C'est absolument exceptionnel. L'avoir en flux constant dans le Louvre est quelque chose d'extraordinaire, oui. Dès sa construction achevée, cette machine élévatrice d'eau, la première installée dans la capitale, devient une attraction et un lieu de rendez-vous. Les Parisiens la baptisent pompe de la Samaritaine, d'après la fresque qui en orne la façade et qui représente un fameux épisode biblique, la rencontre de Jésus et d'une porteuse d'eau de Samarie, la Samaritaine. Si la pompe du Pont-Neuf a disparu au XIXe siècle, son nom est resté. Il est devenu plus tard celui d'un des plus célèbres magasins parisiens, la Samaritaine, aujourd'hui converti en hôtel de luxe. Rapidement, la pompe et le Pont-Neuf deviennent des endroits à la mode qui attirent les flâneurs et les commerçants. On voit la Seine, on voit les bateaux, c'est super beau. Ça va être un lieu de spectacle pendant des années. Ça va être un lieu de fête, ça va être un lieu de réunion, ça va être un lieu de commerce. Là, on va vendre les premières clémentines, les premières oranges. Il y a aussi des bonimenteurs partout. On installe des petites scènes, on fait des scénettes pour vendre des onguents, pour vendre des médicaments miracles contre les piqûres de serpents, contre les maladies à l'époque de tout et de rien. Toute une série d'échoppes qui vont progressivement parasiter, si on peut dire, le pont. Des dentistes notamment, des chirurgiens barbiers, des vendeurs à la sauvette, enfin toute une série d'activités. Les grandes fêtes parisiennes se déroulent désormais sur et autour du Pont-Neuf, devenu la plus grande place de la ville et la plus populaire. Grâce aux techniques développées pour le Pont-Neuf, les anciens ponts de bois vont pouvoir être reconstruits en dur. Ils se débarrassent des anciens pilotis et renaissent dans la pierre, éliminant progressivement les habitations qui les encombraient. Dans les années qui suivent, aux ponts déjà existants s'en ajoutent de nouveaux. Le pont au double. Et autour de l'île Saint-Louis, le pont de la Tournelle, le pont Saint-Louis et le pont Marie. Au XVIIe siècle, le pont royal est financé par Louis XIV pour accompagner l'agrandissement du palais du Louvre. En bâtissant des ponts, les rois de France consolident leur pouvoir. Le pont est un lieu un peu stratégique, et souvent fortifié, protégé par des tours, notamment au Moyen-Âge. Souvent, il y a un péage, il y a une douane en quelque sorte. Il faut payer pour traverser, il faut payer pour faire traverser les marchandises. Donc c'est un point un peu névralgique, et le contrôle du pont est évidemment un instrument de contrôle de l'économie. Des ponts de pierre suffisamment solides pour avoir traversé les siècles, mais qui vont finir par trouver leurs limites. À la fin du XVIIIe siècle, la capitale est équipée d'une dizaine de ponts. Et cela commence à être insuffisant face à la forte croissance démographique et économique que connaît la ville. Paris connaît un développement formidable. La population est passée de 500 000 habitants à 700 000 habitants en une dizaine d'années ou une vingtaine d'années. La situation économique est forte, en pleine santé. Louis-Philippe, entouré de très bons ministres, développe le pays. Les chemins de fer vont arriver, donc il convenait de relier la rive droite à la rive gauche. Et il y a un endroit au cœur de Paris qui manque cruellement d'un pont
pour traverser la Seine. C'est cette portion du fleuve qui s'étend entre le pont Royal, à l'extrémité ouest du Palais du Louvre, et le pont Neuf, soit près d'1 kilomètre de quai, sans aucune possibilité de passer sur l'autre rive. Il n'y a pas beaucoup de ponts dans cette partie de Paris. Les ponts, ils sont beaucoup plus loin. En 1801, dans cet intervalle, Napoléon Ier a fait construire le pont des Arts. Mais cet élégant ouvrage, fait de maçonnerie et de poutrelles de fonte, n'est qu'une légère passerelle pour piétons, impraticable pour les chevaux et les calèches. L'absence de pont sur cette distance, en plein centre historique, oblige les véhicules à un long détour pour passer sur l'autre rive. Si on fait un pont là, en face du guichet du Louvre, il y aura 260 mètres d'un côté et 600 et quelques de l'autre. Donc c'est très intelligent. Une ordonnance royale d'avril 1831 lance le projet d'un nouvel ouvrage d'art, le pont du Carrousel. Mais le pari est difficile. D'abord, le pont devra enjamber la Seine sur près de 170 mètres. C'est une distance record à traverser. En comparaison, le pont Royal ne mesure que 110 mètres et même le plus grand des deux ponts du pont Neuf ne fait que 154 mètres. De plus, pour parcourir pareille distance, ces ponts en pierre reposent sur de nombreuses piles. Des piles qui sont désormais considérées comme une gêne indésirable. Pendant des années, des siècles même, on a construit des ponts en pierre. Bon, avec des grosses piles, qui avaient un gros désavantage, c'est que ça ne laissait pas toujours passer facilement les bateaux. Parce qu'un pont, c'est fait pour circuler au-dessus et en dessous. Avec l'accroissement du trafic sur le fleuve, d'une part, et puis le développement de la marine à vapeur et les plus gros tonnages des bateaux, ça va s'avérer un vrai conflit au XIXe siècle. Le pont du Carrousel devra donc traverser 170 mètres avec au maximum 2 piles dans le fleuve. Pour relever ce défi, 2 projets audacieux vont s'affronter. Le premier projet prend la forme d'un pont suspendu, un type de pont alors très à la mode. À l'époque, plusieurs ponts suspendus sont construits à Paris, comme le pont d'Arcole ou le pont Louis-Philippe. Une nouveauté venue d'outre-Atlantique. Le pont suspendu est inventé au départ aux États-Unis parce que les États-Unis sont confrontés à des problèmes de franchissement de rivières parfois très importantes et avec des moyens financiers qui sont somme toute limités. Les ponts suspendus, c'est extrêmement simple comme montage. C'est une pile à gauche, une pile à droite. Vous mettez un espèce de platelage et vous suspendez le tout avec des grands montants et des câbles. Les ponts suspendus, ça n'est pas cher du tout et on peut le mettre sur des grandes traversées. 2 piles suffisent à soutenir le pont, car son poids exerce une traction horizontale sur les massifs d'ancrage qui le retiennent. C'est son avantage sur un pont classique en maçonnerie qui, lui, exerce tout son poids à la verticale et a donc besoin de nombreuses piles pour tenir debout. Vous avez des travées qui atteignent 70 et même 80 mètres de longueur. Et ça, je veux dire, c'est un avantage extraordinaire. Du coup, les ponts suspendus, c'est une des techniques les plus économiques. Mais les ponts suspendus ont leurs limites. Certains accidents jettent même un doute sur leur solidité. Ce qui va marquer un frein à la construction de ces ponts suspendus, c'est la catastrophe du pont de la Basse-Chaîne à Angers, sur lequel une troupe était passée au pas, et donc ce qui a entraîné sa chute. On n'est jamais totalement sûr que ces câbles ne cachent pas quelque part une pointe de rouille qu'on ne pourrait pas forcément déceler tout de suite. Face à l'insécurité relative des ponts suspendus, un homme va proposer un autre projet, un projet beaucoup plus ambitieux. Antoine Rémy Polonceau est polytechnicien et ingénieur des ponts et chaussées. Il imagine un pont en métal qui, avec seulement 2 piles, sera selon lui plus fiable qu'un pont suspendu et surtout beaucoup moins cher. C'est un pont de 151 mètres de long, 12 mètres de large. Et un pont suspendu n'aurait pas permis 12 mètres de large. 3 arches, 2 piles au milieu. Donc c'est un très beau pont et très élégant. L'élégance du pont et l'esthétique ont été des facteurs majeurs. À cette époque, les derniers ponts construits sont encore souvent en pierre, comme le pont de la Concorde
le pont des Invalides ou le pont d'Iéna face à la tour Eiffel. Polonceau surprend en proposant d'utiliser la fonte, un alliage de fer et de carbone pas toujours facile à employer sur d'aussi grandes structures. L'un des problèmes de la fonte, c'est qu'elle résiste mal aux vibrations et elle se casse. Effectivement, faire un pont en fonte, c'est très risqué. C'est un pari audacieux parce qu'il y avait déjà eu 2 ponts en fonte à Paris, le pont des Arts et le pont d'Austerlitz, 1801 et 1806, qui ont duré chacun 4 ou 5 ans. Mais l'ingénieur affirme, lui, qu'il a trouvé un moyen technique de créer un pont en fonte quasi indestructible. Son pont est constitué de 2 piles en rivière sur lesquelles s'appuient 5 volets de tubes de fonte parallèles qui constituent 3 arches de 50 mètres de large. L'astuce de Polonceau pour alléger la superstructure réside dans ces tubes de fonte. C'est un des grands défis de Polonceau, c'est que ces tubes, ils sont vides. Les tubes sont vides. Cela permet de diviser le poids du pont par 3. C'est-à-dire que vous avez un tube qui est coupé en 2. Entre 2, vous mettez des lames de bois, beaucoup plus légères, et vous boulonnez le tout ensemble. Enfin, l'ingénieur fait remplir les tubes de bitume pour solidifier le tout. Le bois est enfermé dans une coquille de fonte avec du bitume pour faire étanchéité, pas d'humidité, pas d'air, pas de vide. C'est l'alliance en fait du bois et de ces tubes de fonte qui va faire que ces arcs, tout simplement, vont être d'une très grande solidité. Au-dessus des tubes, l'ingénieur pose une série de tympans circulaires également en fonte qui font le lien avec le tablier du pont. Ces tympans de fonte ont cette forme particulière pour jouer le rôle de ressorts géants. Il a mis des ronds que les gens ont appelés les ronds de serviette. Ces ronds de serviette sont en fonte, mais ils ne sont amarrés ni vraiment au tablier, ni vraiment à l'arche. Il y a une certaine souplesse dans le dispositif. La théorie de Polonceau, c'est qu'un cercle, c'est un amortisseur, c'est une bonne surface, c'est une bonne géométrie. La technologie révolutionnaire inventée par Antoine Rémy Polonceau permet la construction d'un pont unique en son genre, d'une longueur de 170 mètres. Il bat un nouveau record pour l'époque. Il est construit en 14 mois pour un coût très inférieur à celui des ponts de pierre. Le pont du Carrousel ressort dans les 800 000 francs. Mais les autres ponts qui entouraient, le pont d'Austerlitz, le pont d'Iéna en 1806, ressortent à plus de 2 millions. 2,5 millions parfois. Donc, c'est un pont, pour reprendre un mot de Polonceau, qui n'est pas dispendieux. Le 30 octobre 1834, le roi Louis-Philippe inaugure le pont du Carrousel. Avec leurs 47 mètres d'ouverture, les 3 arches sont les plus larges jamais réalisées. Une prouesse technique. L'accueil des Parisiens, ils disent que c'est miraculeux. C'est miraculeux. L'esthétique du pont, les délais de réalisation, ils étaient enthousiastes. Enthousiastes. Ça a été considéré comme une réussite technique et architecturale absolument remarquable. Le pont du Carrousel rend le trafic plus fluide dans le centre de Paris. C'est un pont qui va très bien durer, enfin il durera quand même presque un siècle. S'il a finalement dû être remplacé par un pont de béton armé en 1930, c'est parce qu'au XIXe siècle, une révolution technologique a forcé les ponts à se métamorphoser. Cette révolution, ce sont les nouveaux moyens de locomotion qui, dès les années 1850, envahissent les rues parisiennes. À l'époque, on compte rapidement près de 9000 chevaux attelés sur l'avenue des Champs-Élysées. Lourds, larges et de plus en plus nombreux, ils provoquent une hausse sans précédent du trafic parisien. Les anciens ponts sont élargis et beaucoup de nouveaux ponts deviennent nécessaires. Paris se voit doté de nouveaux ponts sous le Second Empire. Une quinzaine de ponts construits par sous Napoléon III, c'est beaucoup. Et surtout dans le centre de Paris. Ces ponts ne sont plus seulement des infrastructures. Ils sont des monuments à part entière sur lesquels le pouvoir pose sa marque et qui glorifient le savoir-faire technologique français. Et dans cette nouvelle génération de ponts,
il y en a un qui va donner à Paris un rayonnement international en surpassant tous les records établis. Ce jour d'octobre 1896, au centre de la capitale, a lieu une cérémonie solennelle. Le président de la République, Félix Faure, et Nicolas II, le tsar de Russie, posent ensemble la première pierre d'un pont qui va marquer l'histoire de Paris. Le pont Alexandre III. Ce pont Alexandre III doit son nom à l'alliance franco-russe qui s'est scellée auparavant. On fait vraiment un acte d'urbanisme majeur avec le pont Alexandre III. Les concepteurs du pont ont reçu la mission d'imaginer un pont fastueux. C'est pourquoi ils l'ont doté d'une très riche ornementation. Au total, plus de 50 œuvres d'art le décorent. Il est sublime, il est magnifique, il est très large, il est majestueux. Mais cette esthétique cache une mégastructure spectaculaire. 150 mètres de long, 30 mètres de large pour un pont en acier qui va exiger des prouesses techniques en avance sur leur temps. Dès le départ, le cahier des charges du futur pont Alexandre III additionne les difficultés. La première, c'est qu'il s'inscrit dans une transformation radicale de tout le quartier à l'aube d'un événement d'ampleur internationale. L'Exposition universelle de 1900, une exposition hors norme qui célèbre l'entrée du monde dans le XXe siècle. Elle s'étendra sur 120 hectares au cœur de Paris et attend 50 millions de visiteurs. Ce sera la plus importante des expositions universelles jamais organisées. C'est une exposition très fastueuse. C'est vraiment la ville de Paris qui est mise à l'honneur, la ville des Lumières notamment. Décidé à impressionner le monde entier en faisant plus fort encore que l'exposition de 1889 qui a vu naître la Tour Eiffel, la capitale française s'est lancée dans des travaux pharaoniques. Pour permettre la construction d'une entrée monumentale, 2 nouveaux bâtiments sont élevés, le Grand Palais et le Petit Palais, dans le plus pur style art déco en vogue à l'époque. On construit le Grand et le Petit Palais et on a cette magnifique perspective quand même, qui est une des plus belles perspectives de Paris, entre les Invalides et les Champs-Élysées. Cette nouvelle perspective court sur près d'1,2 km depuis l'actuelle place Georges Clemenceau entre les 2 palais et sur l'autre rive jusqu'au dôme doré de l'hôtel des Invalides. Pour faire le lien, un nouveau pont est donc indispensable. Et pour être à la hauteur de l'événement, il va devoir relever un certain nombre de défis. D'abord, dans un souci esthétique, le pont devra être à l'échelle de la nouvelle avenue et donc adopter une largeur de 40 mètres, ce qui en fera le pont le plus large de Paris. Deuxième défi, pour gêner le moins possible la circulation fluviale, les ingénieurs se voient imposer un pont sans aucune pile dans le fleuve. Le site est particulièrement contraignant, d'une part parce que les rives sont assez basses, et également parce qu'à cet endroit, la Seine fait un coude, qui est une contrainte pour la navigation. On ne peut pas construire de piles en rivière, surtout qu'il y a des ponts de part et d'autre. Troisième défi, pour ne pas gêner la nouvelle perspective, la courbure du pont doit être aussi basse que possible. On fait un pont très surbaissé, il fait que 1 mètre d'élévation, ce qui est très très peu. On veut un pont qui soit le plus bas possible pour que la vue du piéton puisse traverser la Seine, voir l'esplanade des Invalides d'un côté, voir de l'autre côté, bien sûr, le Grand et le Petit Palais. Le problème, c'est que plus un pont est aplati, plus la charge de son poids se répercute sur les rives. Plus on fait plat, plus on fait des poussées latérales. Et plus c'est surbaissé, plus ça crée de poussées fortes. Donc on fait des culées en béton de chaque côté, mais qui sont absolument colossales pour supporter ce poids et cette poussée latérale dans les culées. Pour résumer, le futur ouvrage doit rallier les 2 rives sur 107 mètres de long, sans aucune pile en rivière, en étant assez haut pour laisser passer les bateaux, mais assez bas pour ne pas gêner la vue. Et pour finir, l'ouvrage doit être parfaitement symétrique et décoratif pour être à la hauteur des célébrations d'amitié franco-russes.
Il s'agit d'un modèle de pont monumental qui, à la fois, en met plein la vue et qui est, de fait, une prouesse technique. Cette prouesse technique, en fait, on ne la mesure pas forcément à l'époque. Ce chantier est sans doute le plus ambitieux imaginé pour un pont parisien. Et les concepteurs du pont Alexandre III vont devoir pousser à l'extrême toutes les performances techniques de leur époque. L'ingénieur chargé des travaux s'appelle Jean Rézal, l'un des meilleurs spécialistes des ponts métalliques. Il a participé 4 ans plus tôt à la construction du pont Mirabeau, un pont d'acier de 170 mètres de long, entre les quartiers d'Auteuil-de-Passy, rive droite, et ceux de Javel et de Grenelle, rive gauche. Ce pont s'appuie sur 2 piles massives. Mais Jean Rézal va réussir à se passer totalement de piles pour le pont Alexandre III. La construction commence le 28 mai 1897. L'idée de génie de Jean Rézal, c'est de multiplier les points d'appui. Il a imaginé 15 arcs parallèles constitués d'un acier moulé de haute résistance et qui passent le fleuve d'une enjambée. La solution qui s'impose est de concevoir une arche qui franchira la Seine en une seule portée, mais extrêmement basse. Le rapport de la hauteur de l'arc à sa longueur est de 1 à 17, ce qui est extrêmement contraignant. Et pour reprendre la poussée de cette arche très surbaissée, il faut des fondations extrêmement massives. L'ennui, c'est que sur les rives de la Seine, à cet endroit, le sol humide est instable. Pour les fondations de son pont, Jean Rézal va devoir faire appel à un procédé rarement utilisé. Le procédé Trigger, basé sur un système de caissons pressurisés. La technique qui est utilisée pour construire ces fondations est celle des fondations par air comprimé. C'est une technique un peu différente de celle des bâtards d'eau, qui est en fait beaucoup plus pratique. Elle a été mise au point au milieu du 19e siècle. Alors en l'occurrence, il s'agit de caissons creux, très grands, puisqu'ils font 30 par 40 mètres sur 3,50 m de hauteur. Il s'agit de caissons étanches qui sont ouverts en dessous, dans lesquels on va projeter de l'air comprimé, et ce qui permet d'enfoncer le caisson au fur et à mesure que les ouvriers creusent, et évidemment à sec. La terre que creusent les ouvriers est évacuée par le sommet, et progressivement, les caissons s'enfoncent sous le niveau du sol. L'eau qui s'infiltre est évacuée par des pompes. On met des personnes dans un caisson qui vont creuser au sol et puis ensuite on sort l'eau et la pierre. Gustave Eiffel a utilisé la même méthode pour consolider 2 pieds de sa tour. Mais si le procédé Trigger a prouvé son efficacité, il n'est pas sans risque. À l'époque, on n'est pas très fort dans ces procédés de compression-décompression et donc il y a des accidents. Je crois même qu'il y a un accident mortel au pont Alexandre III. Mais à l'époque, c'était la seule méthode qu'on avait, c'était d'aller sous caisson compressé, creuser dans le sous-sol. À environ 20 mètres de profondeur, les caissons atteignent des zones de calcaire solide. À cette étape, ils se posent et forment une base stable pour la construction de gigantesques fondations de pierre. Sur chaque rive, les appuis du tablier forment ainsi 2 épais blocs, sans doute les fondations les plus massives jamais construites à Paris. Pendant ce temps, à 300 km de Paris, le pont lui-même est en construction dans les usines sidérurgiques du Creusot, en Saône-et-Loire. Les éléments constitutifs du pont, les voussoirs, sont fondus et moulés en acier. Les plus lourds pèsent 7 tonnes. Ils sont acheminés à Paris par péniche. Et sur place, comme il est impossible d'utiliser un échafaudage sur pilotis qui empêcherait le passage des bateaux, il a fallu imaginer une solution plus innovante. Le pont Alexandre III, il est construit donc avec des voussoirs qui sont boulonnés les uns aux autres, mais avant de les boulonner, il faut les poser sur un cintre, sur un support. Et donc on va construire un échafaudage considérable, puisqu'il va franchir toute la Seine, pour construire arche par arche. Une immense passerelle provisoire est lancée au-dessus de la Seine.
Un assemblage de poutrelles métalliques long de 130 mètres qui enjambent le fleuve. Cette passerelle permet aux ouvriers d'assembler les arcs d'acier du pont, chaque arc étant constitué de 3 voussoirs. On va construire chaque arche, on va déplacer l'échafaudage sur les rails, construire l'arche suivante, etc., ainsi de suite. Lorsqu'une arche est complète, la passerelle aérienne est déplacée à la main sur plusieurs mètres pour l'arche suivante, et ainsi de suite. Au lieu d'avoir une arche de 30 mètres ou 40 mètres comme on a un pont en pierre, on a une arche qui fait toute la largeur de la Seine. Le pont Alexandre III, quand on regarde de près, c'est vraiment un exploit technique. Le pont Alexandre III est le premier pont préfabriqué, un chantier spectaculaire que les Parisiens ne se lassent pas de venir admirer. La construction du pont Alexandre III accompagne aussi le développement de la mécanisation sur les chantiers. On trouve par exemple des grues à vapeur, des petits wagonnets qui servent à transporter ces pièces qui sont assez massives. Ce mécano géant va permettre de poser les 15 arcs du pont dans le temps record de 200 jours. L'ouvrage va alors recevoir une décoration sans précédent. Aux 2 extrémités, 4 imposantes colonnes de 17 mètres de haut, surmontées de renommées et de pégases de bronze, dorés à la feuille d'or. À leurs pieds, 4 lions menés par des enfants semblent protéger l'accès du pont. Une abondance de sculptures qui fascine encore aujourd'hui. Il y a 4 figures de la France à diverses époques. La France au Moyen-Âge, la France à l'époque moderne, la France de Louis XIV. De part et d'autre, donc on est rive droite et rive gauche, il y a des allégories des sciences et des arts. Du côté Petit Palais, Grand Palais, donc ça n'est pas innocent, et les renommées, les figures de la renommée, allégorie de la paix et de la guerre, côté Invalides. Le pont est illuminé par 32 candélabres de bronze réalisés par la même fonderie qui a fabriqué le lustre monumental de l'Opéra Garnier. Allier l'aspect prouesse technique à l'aspect exubérant d'un décor qui est aussi impressionnant, c'est très spécifique et de Paris dans cette démarche effectivement d'inscrire un monument urbain dans une esthétique plus générale. Après 2 ans et demi de travaux, l'inauguration a lieu exactement à la date prévue, le 14 avril 1900, pour l'ouverture de l'exposition universelle. Au début du XXe siècle, la capitale est forte de plus de 30 ponts. Au fil des années, ils sont adaptés pour accueillir le métro et renforcés pour faire face au règne grandissant de l'automobile. Il y a beaucoup de ponts qui sont élargis. Le pont d'Iéna, le pont de Bercy, le pont de la Concorde, par exemple, pour ne citer que cela. Ils sont élargis en leur rajoutant des arches latérales. Souvent, ça ne se voit pas, c'est bien fait, c'est intégré, on a l'impression que le pont est tourné comme ça. Mais à l'approche du XXIe siècle, de nouveaux besoins se font sentir. Il est désormais question de réduire la place des voitures au profit des cyclistes et des piétons. La capitale a besoin d'un nouveau type de pont, des passerelles qui restituent la ville à ses habitants. De nouveaux matériaux plus légers et plus souples permettent désormais toutes les audaces architecturales. Mais les ingénieurs vont également affronter des difficultés techniques que personne n'avait imaginées. L'histoire commence au début des années 90. Au cœur de Paris, l'immense chantier du Grand Louvre s'étend de la cour carrée avec l'édification de la pyramide jusqu'au jardin des Tuileries. Le projet est d'une ambition sans précédent. Il va faire du Louvre le plus grand musée du monde et l'une des principales attractions touristiques de la capitale. Mais les concepteurs du projet ont oublié les ponts. À l'époque, à la hauteur du jardin des Tuileries, il n'y a pour traverser la Seine qu'une seule passerelle et son état est préoccupant. C'était une structure en treillis de barre comme ça posée au travers de la Seine, très très vilaine.
et qui était provisoire et qui devait durer quelques années et qui, 30 ans plus tard, était toujours là. L'ouvrage menace de s'effondrer. Les autorités décident alors de le faire démonter. Et on a conscience à un moment donné, quand on entreprend aussi les travaux sur le Louvre, qu'un pont de cette nature n'est pas digne, au fond, d'une situation semblable. L'État lance un concours d'architecture pour un nouveau pont de Solferino. Ce sera une passerelle pour piétons, même si à l'époque, les deux rives sont dévolues aux voitures. La situation était un peu apocalyptique parce qu'il y avait les quais rive gauche qui étaient encombrés par le bas, les quais rive droite qui étaient encombrés par le haut. Mais c'était des voies autoroutières. A priori, le problème est insoluble. Mais parmi les projets proposés, il y en a un qui va rapidement faire consensus. Une passerelle à la silhouette originale, dessinée par un architecte-ingénieur alors quasiment inconnu, Marc Mimram. L'enjeu était considérable et en même temps, je vais dire une bêtise, mais on ne pouvait pas faire pire que ce qu'il y avait là. Un pari technique et audacieux, car il s'agit en réalité de deux passerelles en une. Une première passerelle, en forme de voûte, franchit d'une seule portée les 106 mètres que mesure le fleuve à cet endroit, sans aucun appui dans l'eau. Elle relie les deux quais bas. Une deuxième passerelle, plus droite celle-là, est posée sur la première. Elle relie les deux quais hauts. En leur centre, les deux passerelles se rejoignent, ce qui permettra aux piétons de passer indifféremment d'un parcours à l'autre. On a décidé non pas simplement d'aller d'un quai haut au quai haut, mais d'aller de quai haut au quai bas, de quai haut au quai bas et de quai bas à quai bas. En multipliant les appuis, l'architecte fait reposer le poids de sa structure sur 4 points au lieu de 2. Une idée ingénieuse grâce à laquelle il peut se passer de piles pour soutenir le poids de son pont. Il y avait une véritable recherche, pas seulement dans la forme générale du pont, dans son architecture générale, mais dans l'expression de ses détails constructifs. Là, il y a vraiment une volonté d'aller plus loin dans le dessin même des structures. Grâce aux nouvelles possibilités de calcul par ordinateur, l'architecte remplace les poutres métalliques typiques de l'architecture du 19e siècle par des éléments galbés qui dessinent la courbe élancée de la structure. C'est l'idée qu'on a des structures assez légères, ajourées, et qui vont du coup, c'était la compression, qui pouvaient être moulées. Et mouler, ça permet d'avoir des formes précises et adaptées, effectivement, à cet aspect de voussoir qui est préférable, et puis des formes plus fines, plus travaillées. Le projet a tout pour réussir, mais rien ne va se passer comme prévu. Le chantier débute en 1997. 20 convois exceptionnels acheminent les 6 arcs géants de tôle et d'acier préfabriqués en usine. Chacun d'entre eux pèse 150 tonnes. Au total, la structure fait le poids de 3 Airbus A380. Bien sûr, on fait ça la nuit, pour ne pas gêner la circulation des bateaux. Pendant 6 nuits successives, ces éléments sont soudés les uns aux autres sur place grâce au travail de 11 soudeurs-monteurs. Il faut pouvoir radiographier et vérifier que la soudure est bonne. C'est pas tellement souder qui est difficile, mais c'est vérifier que la soudure est bonne. Et grâce aux technologies importées du nucléaire notamment, on vérifie que la soudure est bien prise à l'intérieur du matériau, qu'il n'y a pas de défaut, de fissure, de vide. Une semaine est nécessaire pour achever le montage complet de la structure. Et une nuit d'octobre 1998, le dernier élément, la clé de voûte, est posée. Une très grande grue a été utilisée pour la pose de ces éléments. Venant de Rotterdam, c'est des grues qui servent aussi aux travaux maritimes, donc qui permettent de soulever des charges considérables. Tout cela doit se faire très vite parce que la grue flottante en question coûte très cher de location. Elle vient de Hollande, elle vient à une date fixe. Le lendemain, une semaine après, elle doit partir sur un autre chantier. Et donc c'est assez magique. Les éléments s'emboîtent au centimètre près, sous les applaudissements des Parisiens qui sont massés sur les quais pour l'occasion, malgré le froid. C'est vraiment spectaculaire parce que tout d'un coup, on va poser un élément qui va achever le pont.
Mais c'est un moment extraordinaire. Quand les 3 éléments sont assemblés et que je chemine à travers la structure pour rejoindre la partie centrale et rejoindre l'autre rive, au milieu de la nuit, de manière à peu près instable, enfin pas instable, mais je veux dire, tout ça tient sur quelques boulons. C'est génial, c'est une émotion que je ressens aujourd'hui, là, en vous en parlant. La nouvelle passerelle est en place, mais il y a encore des mois de travail. Les ouvriers posent un platelage métallique, puis le revêtement final, un plancher en bois dipé. Ce bois exotique a été choisi parce qu'il est imputrescible et ne demande aucun entretien. 12 tonnes de bois tropical sont nécessaires pour recouvrir les 2000 mètres carrés de la passerelle, l'équivalent de 5 terrains de basket. Le 36e pont de Paris n'attend plus que ses premiers piétons. Mais le jour de l'inauguration, la fête va tourner court. Le 14 décembre 1999, 400 personnes, dont la ministre de la Culture Catherine Trottmann, viennent inaugurer la nouvelle passerelle. Pas mal de monde invité, c'était pas non plus noir de monde, mais il y avait du monde beaucoup. Premier problème, la passerelle s'avère glissante. La faute, au revêtement en bois exotique mouillé par la pluie. Mais ce n'est pas tout. Sous les pieds des invités, rapidement, une sensation de balancement apparaît. Tout d'un coup, on sent le pont qui commence à bouger, mais avec une certaine force, comme si quelqu'un était en train de le secouer comme ça. Ça, c'est une situation d'inconfort auquel on ne s'attendait pas, évidemment. Et donc, un moment d'incertitude, et on s'est aperçu que le simple fait que les gens déambulent avait créé un mouvement qui, petit à petit, avait amplifié une oscillation du pont, et cette oscillation, elle était devenue extrêmement sensible, gênante. Une passerelle glissante et instable. Évidemment, l'affaire fait grand bruit. 2 jours après l'inauguration, la préfecture émet un arrêté d'interdiction publique. La passerelle est inutilisable. C'est un phénomène qu'on ne connaissait pas. Bon, on connaissait théoriquement, mais on ne connaissait pas. Et en fait, il s'avère qu'on n'avait jamais construit jusqu'alors des ouvrages aussi légers qui sont d'une telle portée. Pour Marc Mimram et son équipe, il faut rapidement trouver des solutions. Le problème du platelage en bois glissant est résolu grâce à la pose d'un revêtement antidérapant. Coût des travaux, 300 000 €. Mais la question du balancement est plus complexe à régler. D'autant que le même mal frappe simultanément d'autres passerelles récentes. À Londres, au Royaume-Uni, quelques mois plus tard, le jour même de son inauguration, le Millennium Bridge de l'architecte Norman Foster, une spectaculaire passerelle de 325 mètres, se met elle aussi à balancer vigoureusement. C'est théoriquement un peu complexe, mais il faut juste comprendre que quand vous excitez une passerelle, c'est comme exciter une corde, la corde d'un instrument. Le pont, il a un certain mode particulier, avec des fréquences particulières, comme une corde de guitare vibre avec une certaine note, et du coup, crée une oscillation qui s'amplifie. C'est donc le pas de la foule qui provoque, dans certaines conditions, le balancement de ces grandes structures. Parfois même, un vent violent peut suffire. Ce fut le cas pour le pont de Tacoma dans l'État de Washington aux États-Unis en novembre 1940. Toute structure a une fréquence propre que vous pouvez exciter et qui pourrait aller jusqu'à la ruine de l'ouvrage. La solution est complexe à mettre en œuvre. Il faut désosser la passerelle pour y installer un système totalement nouveau. Il s'agit de ce que l'on appelle depuis des amortisseurs dynamiques compensés, des ressorts en acier et des balanciers qui vont empêcher le phénomène. Le ressort est calculé de manière à répondre à la fréquence dont je viens de vous parler, et la masse
ça amortit le mouvement de l'ouvrage qui est lié à la marche. Pour empêcher le mouvement de roulis horizontal, des balanciers sont suspendus aux poutres transversales du centre de la structure. Lourds de plusieurs tonnes, ils sont réglés sur une fréquence très basse, 0,8 Hz. Et pour contrer l'effet de torsion, d'autres amortisseurs sont boulonnés aux poutrelles sur les côtés. Eux aussi très lourds, ils sont réglés à 1,94 et 2,22 Hz. Si vous mettez dans votre dispositif quelque chose qui va atténuer l'oscillation, quelque chose qui freine, un ressort par exemple, comme un frein, ou un contrepoids qui va se déplacer, qui va contrarier cette oscillation, on n'est plus du coup dans ce schéma d'oscillation libre. Il s'agit effectivement d'atténuer ces vibrations en installant des systèmes d'amortisseurs, hein, c'est comme des systèmes de pendules ou de ressorts qui vont absorber ponctuellement les vibrations et éviter qu'elles se transmettent à l'ensemble de l'ouvrage. Au total, 14 amortisseurs sont installés, cachés par les poutres de l'arc. L'ensemble du système alourdit la passerelle de 30 tonnes. Coût des travaux, 900 000 € supplémentaires. Rouverte au public depuis novembre 2000, la passerelle n'a plus de problème de stabilité. Elle a été adoptée par les Parisiens et par les touristes. Depuis que les quais sont devenus totalement piétons sur les deux rives, la passerelle, avec ses accès multiples, remplit complètement son rôle. Le pont Solferino représente finalement un projet assez clairvoyant sur la situation actuelle de Paris. L'idée de mettre en relation les quais hauts et les quais bas était déjà une manière d'espérer peut-être que les voies sur berge seraient débarrassées définitivement de leurs voitures. Ce qui était impossible hier s'est révélé tout à fait naturel aujourd'hui. Les mésaventures de la passerelle ont durablement marqué l'histoire de l'ingénierie. Désormais, toutes les passerelles piétonnes de longue portée incluent dès l'origine des systèmes d'amortisseurs. C'est le cas en particulier 6 ans plus tard, en 2006, de la passerelle Simone de Beauvoir, construite entre la Bibliothèque de France et le quartier de Bercy. Une balade de 194 mètres au-dessus de la Seine. C'est un phénomène d'ailleurs qui se voit dans beaucoup de passerelles dans le monde même. Elles sont souvent traitées comme ça, pas seulement des traversées, techniques, fonctionnelles, efficaces, originales, créatives, mais aussi comme des lieux de promenade. Cette passerelle est le 37e pont de Paris et à ce jour, le dernier construit. Elle a rejoint la prestigieuse famille de ces ponts monumentaux. Des ouvrages d'art empreints de la majesté de la pierre médiévale, de la puissance des fontes du 19e siècle ou de la légèreté des alliages métalliques contemporains. C'est grâce à eux que Paris est l'une des grandes capitales les plus ouvertes sur le fleuve qu'il a vu naître. Et encore aujourd'hui, l'une des plus élégantes cités du monde.